Lundi 3 novembre 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. À la une de l'actualité, les élèves de lycée Rabé Arvel et du lycée moderne Impeflou ont manifesté ce jour pour exiger la reprise des cours, interrompus depuis plus d'un mois. Les élèves du Rabé Arvel se sont rassemblés ce matin sur la place du 13 mai avant de se diriger vers le ministère de l'Éducation nationale. Quant aux élèves du lycée moderne Impeflou, ils se sont rendus directement au ministère de l'Éducation nationale. Reportage. Laissez-nous étudier, nous n'avons pas besoin d'un bac factice. Rendez l'argent de nos parents si vous ne voulez pas enseigner. Tels étaient les cris des élèves du lycée Rabé Arvel réunis sur la place du 13 mai ce matin. Depuis le 25 septembre, ces élèves sont privés de cours à cause des grèves des enseignants qui réclament notamment une augmentation de salaire et leur intégration dans la fonction publique. Face à l'absence de réponse satisfaisante, les grèves se sont poursuivies et les élèves se retrouvent aujourd'hui victimes de cette situation, ce qui explique leur descente dans la rue. Les élèves du lycée moderne Impeflou ont également rejoint le mouvement de grève. De leur côté, les enseignants affirment que les réponses du ministère de l'Éducation nationale ne les ont pas satisfaits et que le mouvement se poursuivra jusqu'à ce qu'ils obtiennent gain de cause. Selon eux, le programme scolaire sera toutefois respecté. Après le rassemblement sur la place du 13 mai, les élèves se sont rués vers le ministère de l'Éducation nationale, rejoints par les élèves du lycée moderne Impeflou. En politique, face à la crise qui secoue actuellement le pays, l'Union africaine a désigné Mohamed Idriss Farah, ambassadeur de Djibouti en Éthiopie et représentant permanent de l'Union africaine, pour conduire une délégation chargée d'une mission dans le pays. Selon les informations relayées par un quotidien, la mission est attendue à Antananarive ce jour. Les détails avec Mervoula Tsferan. Devant la situation politique tendue à Madagascar, l'Union africaine a confié à Mohamed Idriss Farah, ambassadeur de Djibouti en Éthiopie et représentant permanent auprès de l'Union africaine, la mission de faciliter le dialogue et la concertation entre les acteurs politiques malagasy. D'après un journal paru ce matin, la nomination officielle a été confirmée dans une note datée du 31 octobre, émise depuis Addis Abeba. Le document précise que le choix de Mohamed Idriss Farah repose sur ses compétences professionnelles et ses qualités personnelles, jugées essentielles pour contribuer efficacement à la résolution de la crise politique malagasy. Toujours selon des sources à Addis Abeba, la mission aura pour objectif de renforcer la médiation et d'ouvrir un espace de dialogue inclusif entre toutes les forces politiques du pays. Pour rappel, le 15 octobre dernier, l'Union africaine a suspendu Madagascar de ses instances, une décision prise à la suite de la prise de pouvoir par les militaires. L'ambassadeur malagasy Camille Vital, en poste à l'île Maurice, dément les rumeurs ayant circulé ce jour concernant sa prétendue démission. Il a précisé dans une déclaration à un journal mauricien qu'il s'était rendu à Antananarive afin de répondre à des questions et à une enquête relative à un opérateur économique malagasy actuellement détenu à Maurice. Selon ses propres déclarations, il retournera à Maurice dans la soirée pour reprendre ses fonctions d'ambassadeur. En économie, les recettes fiscales devraient augmenter de 266 milliards d'ariars supplémentaires dans la caisse de l'État, selon les prévisions inscrites dans le projet des lois de finances 2026. Pour y parvenir, plusieurs nouvelles mesures fiscales ont été introduites dans ce projet. Reportage. L'administration fiscale prévoit d'injecter 6 221 milliards d'ariars dans le budget de l'État en 2026, contre 5 628,4 milliards d'ariars l'année précédente. De nouvelles dispositions fiscales permettront d'ajouter 266,38 milliards d'ariars aux recettes nationales. Ainsi, pour l'impôt synthétique, un taux de 3% sera appliqué aux nouvelles entreprises. Concernant l'impôt sur le revenu des salariés, IRSA, un taux de 25% s'appliquera désormais aux salaires supérieurs à 4 millions d'ariars.
L'IRCM s'appliquera aux dividendes au taux de 20% avec un abattement de 50% sur la base imposable, ainsi qu'aux intérêts provenant des dépôts effectués à la Caisse d'épargne de Madagascar et dans les institutions de microfinance. Les organisations et associations à but non lucratif seront également soumises à un taux de 20% si elles exercent une activité lucrative. Par ailleurs, de nombreux biens et produits seront désormais soumis à une TVA supplémentaire. Autre changement important, le retour de la taxe sur les véhicules à moteur ainsi que le renforcement du contrôle des impôts fonciers. Enfin, l'administration fiscale prévoit de renforcer le contrôle et la discipline fiscale à travers ce projet de loi. Dans les actualités également, à ce jour, 60% des fondations et les vis d'ancrage ainsi que 35% des 12 180 panneaux photovoltaïques ont été déjà installés sur le site d'Ambouidjan Anjefen dans la commune de Sabout-Naméen. Ce projet, initié par le président Anjrazouel, est actuellement en pleine phase de construction. L'objectif est de produire 2 MW d'électricité d'ici la fin de ce mois de novembre. À terme, la centrale atteindra une capacité totale de 7 MW et les habitants de la région figurant parmi les premiers bénéficiaires. Félana Rakoutarsoul pour plus de détails. Dès le début du mois de décembre, la centrale solaire d'Ambouidjan Anjefen commencera à injecter progressivement de l'électricité dans le réseau interconnecté d'Antananarivo. Ce projet, porté par le président Anjrazouel en partenariat public-privé, vise à renforcer la production d'énergie renouvelable dans la capitale. Une fois achevée, la centrale produira 7 MW d'énergie solaire. Elle sera équipée d'un système de batterie d'une capacité de 4,2 MW et de 7 transformateurs totalisant 6500 kVA, selon les précisions du maire de Sabout-Naméen lors d'une visite de terrain. D'après les responsables de la NEA en charge des travaux sur place, l'ensemble du chantier devrait être terminé avant la fin du mois de janvier prochain. En tourisme, le navire Island Sky de la compagnie Noble Caledonia a accosté hier au port de Mahajang après avoir fait escale à Tuliar et Soualal. À son bord, une centaine de touristes qui ont visité le lac sacré de Mangat avant de poursuivre leur découverte dans la ville de Mahajang. Cette arrivée marque le début de la saison des croisières touristiques dans la région. Selon les responsables de l'Office régional du tourisme du Bouen, plusieurs autres navires sont encore attendus dans les prochaines semaines. Côté sport, le GNVB n'a décroché le titre de champion de Madagascar que dans la deuxième division féminine, à l'issue des 3 finales disputées par le club dans le cadre du championnat national de volley, catégorie deuxième division et moins de 20 ans. En effet, le GNVB s'est incliné face à l'Asie dans la catégorie U20 garçons et contre Bias chez les U20 filles. Ces finales se sont tenues au gymnase d'Inkourndjan. Narsoura Zakassan et Michel Rakoutsan. Les 3 équipes du GNVB, U20 garçons, U20 filles et senior féminine en deuxième division, ont tout atteint la finale du championnat national. Mais seule la formation féminine de deuxième division a réussi à remporter le trophée. Sur les images, on distingue les joueuses du club GNVB en bleu clair, opposées à celles de l'Asie en bleu foncé. Le GNVB s'est imposé 3-7 à 2 après un match à rebondissement. Au début de la rencontre, le GNVB a dominé en remportant les 2 premiers sets. Contre toute attente, l'Asie a réussi à revenir au score et à réégaliser de 7 partout. Lors du tie-break, l'Asie a d'abord mené 8-4, puis 14-10, frôlant la victoire. Mais grâce à 6 services consécutifs réussis, le GNVB a complètement renversé la situation et s'est imposé 16-14. On a toutefois constaté un écart technique entre les équipes issues des régions et celles d'Analamangue lors de ce championnat. Les responsables de la Fédération malagache de volley ont déjà proposé des solutions pour réduire cette différence de niveau. Voici les résultats finaux. Catégorie U20 filles, Bias, sacrée championne de Madagascar après sa victoire 3-7 à 1 face au GNVB. Catégorie U20 garçons,
Asie championne après avoir battu le GNVB 3-7-1 également. Deuxième division féminine, GNVB championne en s'imposant face à Asie 3-7-2. Et deuxième division masculine, COSFA champion après sa victoire 3-7-1 contre Naji. Toujours en sport, la 5e édition du Kilungam Kanetbe s'est tenue le week-end dernier à Ntirabe, un événement organisé par la place de la pétanque. Cette compétition de pétanque en doublette était réservée aux jeunes des moins de 17 ans, issus de 9 régions du pays. La participation était gratuite afin de détecter les jeunes passionnés et talentueux dans cette discipline. Jameson Rajanarman de Viva Ntirabe. C'est sur la place de la gare d'Ntirabe que s'est déroulé le week-end dernier le tournoi Kilungam Kanetbe 5e édition. Ouvert aux moins de 17 ans, il a réuni 32 équipes venues de 9 régions de Madagascar. La compétition, gratuite, visait à repérer les talents en herbe et à promouvoir la pétanque auprès des jeunes. Une épreuve de tir de précision a également figuré au programme. Les jeunes participants ont démontré leur maîtrise du jeu à la grande satisfaction des organisateurs. Les meilleurs ont reçu des trophées, tandis que les vainqueurs se sont vus remettre des boules. C'est la deuxième fois qu'Ntirabe accueille le concours Kilungam Kanetbe. Voilà pour les actualités locales. Passons à présent aux actualités internationales. Au moins 20 personnes ont été tuées et 534 blessées dans un séisme de magnitude 6,3 ayant frappé le nord de l'Afghanistan dans la nuit de dimanche à lundi. 2 mois après le tremblement de terre le plus meurtrier de l'histoire récente du pays. France 24. Le tremblement de terre a eu lieu dans la nuit vers 1h du matin, heure locale, et a affecté 2 provinces, celles de Samangan et de Balkh, donc dans le nord du pays. Des secousses ont été ressenties jusqu'à Kaboul, environ à 400 km de l'épicentre. Au moins 20 personnes ont été tuées, au moins 320 personnes ont été blessées, mais c'est un bilan provisoire qui pourrait être amené à gonfler au cours des prochaines heures. La célèbre mosquée bleue a été touchée. Il s'agit d'une mosquée du XVe siècle et l'un des principaux sites touristiques du nord du pays. Des pierres se sont détachées, notamment au niveau du minaret. Les séismes sont relativement courants dans la région car l'Afghanistan se situe près de la jonction des plaques tectoniques eurasiennes et indiennes. Le séisme de la nuit dernière intervient 2 mois après le séisme le plus meurtrier de l'histoire récente de l'Afghanistan, qui à la fin du mois d'août avait tué plus de 2200 personnes. On avait blessé près de 4000 autres et avait détruit 7000 maisons dans les provinces de l'Est du pays. Mais les autorités talibanes demeurent peu équipées pour la gestion de ce genre de catastrophe, car le pays subit une grave crise économique depuis le retour au pouvoir des talibans en 2021. L'aide internationale également a considérablement diminué au cours des derniers mois, ce qui rend la gestion de ce genre de catastrophe encore plus difficile. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a averti dimanche qu'Israël agirait, et si nécessaire, contre le Hezbollah si le Liban ne prenait pas des mesures pour empêcher le groupe chiite de se réarmer, comme le prévoit l'accord de cessez-le-feu conclu dans la région il y a 1 an. France 24. En scandant « Mort à Israël, mort à l'Amérique », des centaines d'habitants du sud du Liban se sont rassemblés pour des funérailles. Ils rendent hommage à au moins 4 membres du Hezbollah tués lors de frappes israéliennes ce samedi. Le mouvement chiite soutenu par l'Iran s'est engagé à respecter le cessez-le-feu négocié par les États-Unis l'année dernière et n'a pas tiré sur Israël depuis la trêve. Nous répétons que le Liban a fait ce qu'il devait faire en termes de respect du cessez-le-feu et de toutes ses dispositions. Israël ne l'a pas respecté du tout et n'a pas l'intention de le faire. Israël poursuit son agression et pousse le Liban au bord du précipice. Alors que le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah a presque 1 an, Israël occupe toujours 5 positions frontalières du sud Liban et continue d'y mener régulièrement des frappes. Il menace maintenant d'intensifier ses attaques si Beyrouth n'empêche pas le Hezbollah de se réarmer. Le Hezbollah continue de subir des pertes constantes, y compris ces derniers jours, mais il tente aussi de se réarmer. Mais il est clair que nous exercerons notre droit à la légitime défense dans le cadre du cessez-le-feu. Nous ne permettrons pas au Liban de devenir un nouveau front contre nous, et nous agirons si nécessaire.
Les tirs de roquettes du mouvement chiite après le début de la guerre à Gaza avaient provoqué un conflit qui a duré plus d'1 an avant la conclusion d'un cessez-le-feu fin novembre 2024. Quelques jours avant l'ouverture par Shein de son premier magasin physique pérenne à Paris, le géant de l'e-commerce asiatique a été signalé à la justice française pour la commercialisation de poupées sexuelles à caractère pédopornographique. France 24. Son ours en peluche, bien serré dans les bras, elle a tout d'une vraie petite fille. Les traits et le corps, avec tous les attributs physiques. Cette poupée était présentée comme un jouet sexuel, en vente à près de 187 € sur le site d'e-commerce Shein. C'est la répression des fraudes qui a lancé l'alerte. Leur description et leur catégorisation sur le site permettent difficilement de douter du caractère pédopornographique des contenus. Dans les rues de Paris ce matin, stupéfaction des Français rencontrés. Qu'est-ce que vous en pensez quand vous la regardez comme ça? C'est honteux. Enfin, oui, j'ai pas vraiment de mots en fait. On sait ce que ça évoque, quoi. Et surtout pour les gens qui consomment ce genre de produit, quoi. Donc bon, c'est horrible. Le géant chinois a retiré de la vente cette poupée de son site et parle d'une défaillance majeure. Nous prenons des mesures correctives immédiates et renforçons nos dispositifs internes afin d'éviter qu'une telle situation ne se reproduise. Un scandale qui tombe mal à 3 jours de l'ouverture d'un magasin Shein à l'intérieur du BHV. Il y a des affiches partout pour en faire la promotion. Le géant chinois sera aussi accueilli dans 5 galeries Lafayette en province. Une manière pour lui de redorer son image, ratée selon cette Parisienne. Qu'une chose pareille soit autorisée sur leur site et qu'en plus on accueille un site comme ça au BHV, je trouve ça vraiment inadmissible. Convoités pour leur petit prix, un Français sur 3 a déjà acheté un vêtement Shein ces 6 derniers mois. Après avoir été épinglé pour ses mauvaises conditions de travail et son impact environnemental, la quête de légitimité du géant chinois est à nouveau dans la tourmente. Et c'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de votre attention. Rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et bonne soirée en notre compagnie.